Merci Jean-François pour cette présentation et merci pour m'avoir invité donc à cette conférence. Je suis ravie d'être là et je suis d'autant plus ravie de passer après Sophie Descamps parce que en réalité, je vais vous parler un peu des mêmes choses, mais évidemment pas de la même manière. Voilà le sujet. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit chemin dans le temps et dans l'espace pour regarder ce qui se joue, avec une hypothèse qui est que ce qui se joue finalement sur le parvis de Notre-Dame, qui est notre sujet, est à la fois donc la fin d'un modèle de ville limité, organisé autour de son centre, qui sans doute depuis la Renaissance et depuis les villes idéales, ce centre devait de contenir, comme vous le savez, les principaux monuments civiques et religieux, et se développer évidemment de la manière la plus rationnelle qui soit, éventuellement entouré d'une colonne, d'une ceinture de centres moins importants. Et donc l'hypothèse, c'est que en lisant cette histoire sur ce point particulier de la ville, on peut finalement comprendre la fin de ces villes et l'avènement encore en cours d'une nouvelle forme de représentation de ce qu'est la ville ou de quelque chose qu'on appellerait davantage sans doute la métropole. J'ai une deuxième hypothèse, c'est que ce qui se joue sur le parvis, sur le parvis et sur l'île de la Cité, ne peut pas être compris, complètement sans changer la focale et regarder plus largement ce qui se passe donc à Paris et en particulier ce qui se produit, ce qui se conçoit tout au long du XXe siècle, à partir de la fin donc, du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle. Et finalement, ce qu'on a aujourd'hui, la situation un peu compliquée que l'on a aujourd'hui, pourrait être plus facilement comprise si on se rappelait peut-être finalement ce que les uns et les autres, et évidemment Le Corbusier, ont pensé pour Paris. Donc ce propos est structuré en fait en 4 parties. Une première partie sur ce qu'on appelle vulgairement le premier XXe siècle, c'est-à-dire en gros jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, l'après-guerre, si vous voulez bien utiliser ce terme-là, puisque l'après-guerre à Paris, vous le savez, on l'a dit hier, est assez particulier, puisque la ville n'est pas une ville comme une autre, c'est la préfecture qui, d'une certaine manière, détermine l'urbanisme, qui est donc c'est la direction de l'urbanisme de la préfecture de la Seine qui mène les projets. Et c'est ensuite, de manière assez tardive, avec l'élection du maire qui est Jacques Chirac, donc en 1975, que la ville va redevenir une ville entre guillemets plus normale avec ses propres services. Et bien entendu, aujourd'hui encore, ces questions, je pense, un peu de poupée russe, Paris, ville à la fois, département, prise dans l'Île-de-France, est sans doute une des circonstances que l'on doit prendre en compte pour comprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire sur cet espace. Et donc, mon dernier point sera les nouvelles limites, finalement. Est-ce qu'on peut encore parler d'une ville de Paris? Et la nouvelle limite est peut-être effectivement la fin de cette dénomination, la fin de ce modèle que l'on avait cru peut-être, et qu'on croit encore peut-être encore permanent. Vous avez donc ici cette image qu'on a vue à plusieurs reprises, qui ne serait pas finalement une nouvelle île de la Cité, mais dans cette hypothèse-là, la fin d'un modèle qui concentrerait effectivement au centre de la ville toutes finalement les volontés rationalistes portées et qui s'expriment tout particulièrement, on l'a vu hier, au XVIIIe siècle, de volumes simples, de volumes lisibles, d'organisation régulière, pour ce qui serait finalement la capitale d'un empire qui n'existe plus, évidemment, au moment où on construit ça, enfin, il existe encore, pardon, mais qui n'existera plus au début du XXe siècle, capitale d'un empire, et qui repose sur 3 piliers, ce qui symboliquement sont construits et rassemblés sur l'île de la Cité, que 3 piliers qui seraient finalement la justice, la police. Bon, là, effectivement, il y a l'Hôtel-Dieu, là,
qui est un peu un accident, mais qui existe néanmoins, et la religion, sous la forme de ce que l'on sait être le lieu des grandes cérémonies, à la fois laïques et religieuses, qui sont mises en scène sur ce site. Alors, c'est une image un peu étonnante que je voulais aussi partager avec vous. On a vu beaucoup de représentations extrêmement, on pourrait dire, architecturales et qui reposent sur la question de la forme, mais en même temps se joue à la fin du 19e siècle et donc au début du 20e siècle, et ça ne va que s'accroître, la représentation de la ville sous une forme qui n'est plus du tout celle de son architecture, mais bien plutôt celle des mécanismes à l'œuvre sur son territoire, mécanismes économiques, mécanismes en termes de quantité d'énergie nécessaire. Ici, vous avez l'octroi. Et ce qui est intéressant sur cet octroi, c'est qu'à proximité donc, de là où nous sommes censés travailler, c'est-à-dire ici, on est complètement sous une zone qui est très importante et qui concerne finalement tout l'est de Paris, où l'octroi des boissons, hein, puisque c'est ce dont il s'agit, est la principale occupation, on pourrait dire, de cette partie de Paris et qui s'oppose très nettement, finalement pratiquement à la limite du Cardo qu'on a vu souvent hier dessiné, entre une ville ouvrière, une ville manufacturière et au contraire beaucoup plus bourgeoise qu'il faudra protéger. Évidemment, tous ces terrains aujourd'hui, vous le savez, ont été entièrement transformés et il n'en reste à peu près rien. Alors, à côté de cette considération nationale, on pourrait dire centrée sur Paris, on pourrait aussi prendre encore une échelle plus large pour se dire qu'une nouvelle fonction urbaine est apparue à la fin du 19e siècle, et cette nouvelle fonction, elle est liée à une nouvelle forme d'énergie, on pourrait dire une nouvelle forme de richesse, qui est la question de l'information, de la gestion de l'information. Cette gestion de l'information va produire toutes sortes d'instruments, bien sûr, du télégraphe au téléphone, et aujourd'hui, si on tire ce fil-là, de l'Internet. Et cette nouvelle technologie, cette nouvelle richesse, cette nouvelle ressource va se concentrer dans les villes, produire une forme architecturale qui s'appellera, que Le Corbusier d'ailleurs appellera le gratte-ciel, et qui est l'immeuble de bureau qu'on se peine sans doute dans un premier temps à trouver dans les villes anciennes, les villes existantes, alors que celles qui prennent, je dirais, le train en marche comme Chicago vont se constituer à partir de ce nouveau programme et de cette nouvelle forme architecturale qui tout d'un coup est assez spécialisée d'une certaine manière, spécialité dans la question de la gestion de cette nouvelle richesse. Il faut que j'aille un peu vite parce que je me rends compte que le temps passe. Quelques images que vous connaissez bien, sur lesquelles je ne vais pas plus insister que ça, c'est finalement ce processus d'abstraction qui est à l'œuvre, avec d'une part la question statistique, la question de l'information, qui est quand même une richesse invisible, et la question, bien sûr, des flux, et notamment des flux automobiles. Vous avez ici cet intéressant schéma théorique de Paris avec les nouvelles rayonnantes de 1904 de Hénard, avec au centre de Paris, finalement, c'est toujours cette vision très, on pourrait dire, très importante, mais très classique, très traditionnelle, d'une ville dont le centre est occupé par les fonctions principales et qui fait donc, d'une certaine manière, organise autour d'elle, autour de ce centre, l'ensemble du circuit des voies, vision qui va être prolongée par une autre vision parallèle, c'est qu'il n'est pas possible finalement que toutes ces voies convergent, et c'est presque une conséquence de la première idée, il n'est pas possible que toutes ces voies convergent vers le centre sans mettre en œuvre des dispositifs qui permettraient de gérer les conflits entre les différents trafics. Et on a donc assez tôt, ici en 1913, des images un peu saisissantes de cette ville qui serait à la fois encore organisée autour d'un centre, mais dans lequel convergeraient à la fois les réseaux ferroviaires, mais également les automobiles à différentes vitesses. Donc finalement, très tôt, ce schéma est popularisé, hein, puisqu'ici, il s'agit d'illustration, c'est loin d'être un ouvrage scientifique. Quelques images aussi que vous connaissez sans doute, mais qui vont renforcer cette idée finalement d'une ville dont le centre devrait être consacré, on va utiliser le mot maintenant, aux affaires. Et cette question des affaires, c'est bien sûr la question de ces services liés à la quantité d'informations qu'il faut gérer. Et ces affaires vont se gérer
que ce soit en Allemagne avec Ludwig Hilberseimer et à Paris avec Le Corbusier, dans des immeubles ad hoc, hein, inspirés sans doute de leurs voisins nord-atlantiques, sous la forme de l'immeuble de grande hauteur, éventuellement du gratte-ciel pour Paris, avec une ville qui semble être une ville à l'infini, hein, sans limite, mais qui en réalité, quand on regarde la maquette précédente, est bien encore toujours organisée par rapport à un centre. Non, heureusement, ce n'est pas exactement les mêmes images et puis tout va bien. Donc, pour transformer les villes, il faut rechercher les principes fondamentaux de l'urbanisme moderne, donc éventuellement l'urbanisme moderne, selon Sophie Descartes d'ailleurs, déclare Le Corbusier donc, et produit donc, cette image assez fantastique de la ville contemporaine. Et il souligne, donc j'ai repris deux points parmi les nombreux points qu'il met en exergue. Il faut accroître la densité du centre des villes pour réaliser le contact exigé par les affaires. Il y a cette espèce d'idée, je pense que la corporalité, c'est aussi un peu ça, ce n'est pas simplement une image et un volume, c'est aussi très physique. Et donc, dans ces gratte-ciel cruciformes, et il faut également accroître les surfaces plantées, donc c'est pour seul moyen d'assurer l'hygiène suffisante et le calme utile au travail attentif exigé par le rythme nouveau des affaires. Donc, on a cette image très contradictoire d'une espèce d'intensité urbaine très forte dans les immeubles. Et là aussi, vous connaissez ces images, mais c'est quand même intéressant de se rappeler que finalement, cette espèce de désir-là revient aujourd'hui. On veut à la fois l'intensité urbaine et en même temps la beauté naturelle. Donc, il y a une sorte de continuité finalement, quoi qu'on puisse en penser, entre cette pensée des années 20 et la pensée contemporaine sur la volonté actuelle de planter à peu près tout à Paris, tout ce qu'on pourrait occuper par des arbres. Donc la question des gratte-ciel préoccupe l'Europe. En Hollande, en Angleterre, les premières tentatives théoriques sont faites, mais on ne peut pas isoler le gratte-ciel de la rue et des transports horizontaux et verticaux, j'insiste. Donc la question du gratte-ciel est traitée par rapport à cette question des flux qu'avait mis en œuvre Hénard. Il faut trouver des moyens pour gérer ces flux qui vont tous, finalement, et de manière, effectivement, on peut s'inquiéter, converger vers le centre. Donc, voilà. Et vous avez cette petite vignette qui est assez percutante dans son sens. Ce n'est pas je ne sais quelle ville chinoise, c'est Rouen. Rouen qui serait centré sur sa cathédrale dans un système entièrement rationnel, donc sur la rive droite de la Seine, qui constitue, puisqu'elle est mise en vignette, une sorte de référence malgré tout, avec ce fameux discours sur la valeur de l'angle droit opposé au chemin des âmes. Donc, vous avez vu cette image, je vous la remonte parce que c'est une espèce de conflagration, je pense, entre cette idée de l'intensité nécessaire aux affaires, et on voit que l'île de la Cité n'est pas touchée, elle est proche, mais elle n'est pas touchée, et que ce système, en fait, est un système parallèle qui crée un nouveau centre en parallèle, comme en miroir, à l'île de la Cité, et d'ailleurs qui la déploie vers le nord, sur une zone qui était une zone à l'époque, comme vous le savez, c'est la zone... J'adore ce dessin, c'est un dessin que je trouve magnifique, qui montre en fait les enjeux qui sont posés par Le Corbusier sur cette question du centre, hein, puisque c'est bien du centre dont il s'agit, et finalement l'échelle nécessaire de la ville contemporaine qui finalement s'accommode et travaille avec Notre-Dame, et pas contre Notre-Dame, et pas contre la ville ancienne. Et cette espèce de convergence intéressante entre la géographie d'une ville, qui est la première image, hein, où le bâti est en mineur, et la géographie apparaît en majeur avec Notre-Dame, et puis la ville, disons, haussmannienne, et enfin, la ville contemporaine qui va, d'une certaine manière, travailler avec ce paysage, mais également travailler avec Notre-Dame. Et voilà. Et cette espèce d'argument massu qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est quand même assez, je pense, intéressant, qui est finalement le système préconisé va faire baisser la densité, quoi qu'on puisse en penser. Donc, c'est une solution aussi pour davantage de qualité urbaine. On perd peut-être au 19e, on perd un tout petit peu en densité, mais bien sûr, on augmente
la qualité de la verdure et des... Alors, pour conclure sur cette grande première partie, quelques images un peu de transition qui sont des images d'un futur possible, hein, qui sont montrées donc, en 1939 à l'exposition de New York par un designer, ce n'est pas un architecte, et qui montre une maquette qui sera le principal succès, la principale attraction de l'exposition, le Futurama, visité par 25 millions de personnes, et qui montre une ville entièrement parcourue par les autoroutes, qui était un peu finalement une sorte de conséquence de l'ensemble de ces réflexions. À rebours, et j'en ai fini donc avec l'avant-guerre, à rebours de ces idées, une sorte de réaction à l'intérieur même des SIAM, donc à l'intérieur de cette pensée sur les flux, de cette pensée sur la rationalité et l'efficacité, une sorte de réaction sur, mais finalement, les villes ont besoin d'un centre, les villes ont besoin d'un cœur. Et là, vous avez donc cette photo de la couverture d'un rapport sur ce SIAM 8, The Heart of the City. On voit le cœur battant de la ville sous une forme qui est quasiment organique et représentée donc en dessous de cette image par un projet qui est un projet de centre civique, et c'est cela qu'on appelle le CEVU. Deuxième point, donc l'après-guerre. L'après-guerre va être marquée, on le sait, par des critiques internes très fortes à l'intérieur des SIAM, avec le mouvement Tim Ten, etc. Mais parallèlement, et je pense de manière peut-être plus importante, par la publication d'un rapport qui s'appelle le rapport Buchanan, qui va être publié très rapidement, Traffic in Town, A Study of the Long-Term Problems of Traffic in Urban Areas, le areas devrait être en italique, et qui est traduit, ce qui est rarissime, qui est traduit pratiquement la même année en français, et qui va être utilisé comme une référence, notamment pour la défense et pour d'autres opérations qui vont mettre en œuvre ce fameux, entre guillemets, urbanisme de Dahl. Ce fameux urbanisme de Dahl, ce n'est pas seulement l'urbanisme de Dahl, c'est aussi l'idée que la circulation doit être au cœur, finalement, de la question posée aux urbanistes et aux architectes. Et on voit ici, donc, au Brésil, la traduction formelle de cette espèce de nouvelle conception qui veut mettre les flux au centre de la création architecturale de manière extrêmement spectaculaire et absolument efficace. Et puis, à contrario, je dirais, ce qui se passe à Paris dans les mêmes années est comme en suspens. Hein, en fait, il ne se passe rien. Il y a tout un débat sur la nécessité, pendant des années, de construire un îlot pour protéger les piétons. Et on arrive à cette solution très, on pourrait dire, à minima, d'une sorte d'organisation routière, pourrait-on dire, qui permet bien sûr de tourner autour et de ménager quelques places pour les voitures. Donc le propos maintenant serait d'essayer de comprendre finalement comment l'île de la Cité, ce qui se passe sur l'île de la Cité peut être mis en regard avec une programmation beaucoup plus ambitieuse qui est celle de la rénovation et de la restauration de Paris. Juste, bon, je vous montre cette carte qui est une carte publiée en 1956 qui montre, simplement pour montrer l'ampleur du problème selon la préfecture. L'ampleur du problème de la rénovation en 1956. Pratiquement tout Paris est concerné. Il y a un petit pointillé donc, autour de l'île de la Cité et c'est à peu près la seule zone sur laquelle il pourrait ne pas se passer rien. Et en fait, cette carte-là était aussi pour montrer le changement d'échelle. Vous savez qu'on va passer de la question des îlots insalubres à celle des zones insalubres et qu'on va avoir une espèce d'effétage d'huile qui va faire qu'à partir de quelques zones, des zones entières sont prévues devant être détruites et transformées. On en a parlé aussi hier, parallèlement à cette rénovation, une politique portée par la préfecture de construction d'autoroutes, et notamment d'une autoroute ici nord-sud. Et puis, sur les terrains qui étaient ceux du plan voisin, donc le Corbusier, une sorte de prolifération qui va être dessinée de manière très cartoonesque hein, par image ici. Je vais vous montrer un projet parmi plusieurs. On est ici donc, sur le boulevard Sébastopol avec cette espèce d'immense projet qui est passé un peu inaperçu peut-être, qui devait relier donc l'îlot insalubre numéro 1, on construira ensuite le centre Pompidou, avec le quartier des Halles, et qui finalement va beaucoup plus loin que ce que proposait Le Corbusier, puisqu'il s'agit en fait de construire
sur ces axes, on peut parler ici d'urbanisme de dalles, des dalles plus ou moins continues et qui contiendraient à la fois des équipements culturels et des équipements commerciaux. Ce qui se passe en réalité, c'est pas grand-chose. En fait, il ne se passe rien. Donc ça, c'est une photo du rond-point du parvis de Notre-Dame en 67. Et puis cette espèce de trou des Halles. Et on peut dire que jusqu'en 75, jusqu'à ce que Chirac soit élu, la ville est comme en suspens et rien véritablement ne se décide. On a détruit quand même les pavillons des Halles, mais il y a une sorte de moment comme ça où il ne se passera pas grand-chose. Je passe là-dessus, ça c'est en périphérie, les réalisations de la rénovation la plus audacieuse jusqu'à ce moment où, dans les années 80, les choses vont être suspendues. À la Défense, la dalle se met en place à partir de 63 et sera menée jusqu'à son terme à partir de cette période-là. Ça, c'est le renversement de la Défense vers Paris et qui m'introduit sur mon dernier point. Mon dernier point, c'est les nouvelles limites. Est-ce que la ville existe toujours? Qu'est-ce que c'est que cette métropole et comment le parvis a un rôle ou pas à jouer dans cette question-là? En fait, quand on voit cette carte, on se rend compte que la question n'est plus là. Finalement, le nouveau réseau du Paris Express ne passe pas spécialement par le centre. Il suit la Seine sur la rive droite. Les nouveaux centres, d'après cette carte, encore une fois, seraient plutôt la Défense, Saint-Denis-Pleyel, le Bourget, enfin tous les centres où les voies se coupent, et finalement une sorte de décentrement vers l'est de la ville qui est encore à venir et qui pourrait se faire. Est-ce qu'on peut encore parler? Et dans ce système-là, on s'aperçoit que l'ancien tracé de la ville de Paris est assez peu significatif. Dans ce contexte-là, il ne faut pas s'étonner de la nouvelle échelle de ces projets qui ont été produits, on pourrait dire, ces 10 dernières années, que ce soit le déplacement du Palais de Justice à son emplacement porte de Clichy en 2017, la canopée des Halles qui s'adresse davantage à une échelle régionale qu'à l'échelle locale, et éventuellement le projet Bellaval, Dominique Perrault. Ce qui est assez amusant, c'est que dans le projet Bellaval, Dominique Perrault, c'est les mêmes couleurs, tu vois, il y a une sorte de similitude aussi. Je pense que c'est les mêmes perspectivistes qui font les... C'est une couleur commune. Et enfin, donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Enfin, peut-être l'enjeu ultime de cette question, c'est que Notre-Dame de Paris est sans doute un monument international, enfin, sans doute, j'enlève le sans doute, est un monument international, puisqu'il est visité avant, bien sûr, la pandémie, par une moyenne de 12 à 14 millions de visiteurs par an. J'en ai parlé hier avec Benjamin Mouton, je ne sais pas s'il est là, qui me disait que le clergé se refusait absolument à compter les gens, et donc c'est extrêmement compliqué, mais ils ont réussi parce qu'ils avaient besoin de ça pour travailler sur les issues, notamment et que ces 2000 offices religieux par an, c'est assez considérable aussi, donc c'est encore un monument religieux, et que cette question de la fréquentation en fait un équipement comparable. Je sais bien que c'est un peu délicat de parler de cette manière-là, mais à Disneyland, qui à peu près dans les mêmes jauges, avec, quand vous voyez les équipements pour le trafic des touristes à Disneyland, parking et RER, vous comprenez qu'il y a un problème à traiter en ce qui concerne l'accueil des touristes sur le parvis de Notre-Dame. Je vous remercie.